Des eaux cristallines de la côte sicilienne, au pâturage des régions montagneuses, en passant par les vergers luxuriants de Toscane, tout l'été, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui transmettent, font vivre les traditions et les saveurs du pays. Une cuisine simple, des moments de partage et quelques ratés aussi. Mais toujours un décor exceptionnel. Embarquez avec nous sur les traces de ce qui fait ce goût inimitable, celui de l'Italie. Notre voyage commence en Sicile, sur la côte est, au pied de l'Etna. Connu pour son théâtre antique perché à 200 mètres au-dessus de la mer, le village de Taormine a un autre atout. Et c'est à l'heure du petit déjeuner qu'on peut le savourer. Alors que les ruelles sont encore désertes, il y a un lieu où l'activité est intense. Pêche, crème et fraises pour deux. Il est à peine 8 heures et les touristes sont nombreux devant le Bam Bar. Il y a déjà beaucoup de queues. À sa tête, Saro Bambara, ancien électricien, auteur de la recette que ces touristes viennent déguster. Alors c'est ici qu'on fait la meilleure granita ? Bien sûr. La granita, c'est le petit déjeuner sicilien par excellence. Sorte de sorbet aux fruits, il se mange avec ou sans crème. Depuis 29 ans qu'il est ouvert, le Bam Bar a fait goûter sa granita aux plus grandes stars. Le réalisateur Martin Scorsese, l'acteur Michael Douglas ou encore Zinedine Zidane. Et comme les touristes viennent des 4 coins du monde, cet enfant du pays a dû s'adapter. En japonais, on l'appelle karigari. Et en brésilien, c'est aspaginha. La recette est simple. Les fruits frais sont mixés avec de l'eau et du sucre. Mais ce qui fait le secret de celle-ci, ce sont les proportions. S'il n'y a pas assez de sucre, le granita gèle, car le sucre empêche de geler. À l'inverse, s'il y a trop de sucre, ça devient collant, comme de la meringue. Chaque jour, Saro et ses équipes préparent 1500 litres de granita d'une dizaine de parfums différents. Le matin, c'est avec une brioche qu'elle se déguste, exactement comme une confiture. La granita est froide, mais la brioche est chaude. Ce n'est pas un petit déjeuner froid comme pensent les gens. Ouais, c'est pas trop sucré, c'est frais et en même temps la brioche est bien consistante. Hein, Et même si cela surprend un peu leur palais, ces Canadiennes apprécient. C'est un peu comme manger de la glace au petit déjeuner. Je n'ai pas l'habitude, mais c'est délicieux. Je pourrais l'y faire. La brioche, elle, est fabriquée quelques mètres plus loin, dans la même rue, par la famille Manago, qui toute la journée concocte ces viennoiseries artisanales depuis plus de 50 ans. Et vous faites ce geste toute la journée ? Oui, absolument. C'est notre gym. C'est une recette qui se transmet depuis des années en Sicile. Ici, on y ajoute du miel et du zeste d'agrumes. Ça lui donne l'arôme, la saveur de la Sicile. Au Bam Bar, les Taorminiens aussi démarrent leur journée avec une granita, Salut, tu me fais ma granita habituelle ? comme Martina Gallodoro, qui a une petite préférence pour la fraise sans crème, et n'allez pas lui dire que c'est trop sucré. La granita, c'est délicieux. Et finalement, tu manges des fruits. C'est bon pour la santé. De quoi prendre des forces pour attaquer sa journée au pied de la colline, dans l'établissement balnéaire qu'elle tient en famille avec ses frères et sœurs. Ici, on appelle ça un lido. Tout un art de vivre la plage, à l'italienne, avec transat et parasol, pour rester un maximum de temps sur la plage, avec tout le confort nécessaire. Il y a une belle place pour toi devant. Comptez 40 € pour être au bord de l'eau toute la journée et 35 € pour les rangs derrière. Ici, les gens se baignent et peuvent même déjeuner. Un peu de poisson grillé, voire un plat de spaghettis. Pour ces 3 amis venus du nord de l'Italie, impossible d'envisager la plage autrement. Tu n'as pas amené ton parasol, des sièges, les porter à bout de bras. T'arrives, tout est déjà prêt, tu bronzes et c'est tout. On ne pense à rien, si ce n'est à regarder les belles femmes qui passent. Au-delà de ces 7500 km de côte, en été, l'Italie a bien d'autres saveurs à nous faire découvrir. Remontons vers le nord dans les terres, en Toscane, dans la région de Lucques,
pour tenter une expérience bien connue des Italiens, comme des visiteurs étrangers, l'agritourisme. Et ça commence dans les champs de Federico Martinelli, 42 ans, qui cultive ses 5 hectares en biodynamie. Ici, tout est fait pour reproduire l'écosystème naturel. Vedi? Regarde comme tout est mélangé ici. Le poirier sert de soutien au raisin et le raisin aussi. Avec ses feuilles font de l'ombre parce qu'en été, le soleil est trop fort. Avec le changement climatique, c'est aussi un problème. Federico est la 4e génération d'agriculteurs de la famille. Ici, il produit de nombreuses espèces que son arrière-grand-père cultivait déjà. Comme ces tomates canestrini typiques de la région, dont la récolte commence tout juste. Ou encore de nombreuses variétés anciennes de fruits, comme ces prunes. Celle-ci, c'est vraiment du sucre. Dont le goût est exceptionnel. Mais c'est un bonbon. Oui, des bonbons. Au bout du champ, mon œil est attiré par ce véhicule, l'Ape, abeille en français, nom de ce triporteur iconique en Italie. Je peux te demander une faveur? Oui, bien sûr. Je voudrais essayer ce véhicule, le conduire. Bien sûr, vas-y. C'est un vieux rêve. C'est comme une voiture normale, mais avec 3 roues. Trop bien, j'en rêve depuis toujours. Monte avec moi. Avec ça, on peut faire le tour du monde. Nous ne ferons que quelques kilomètres seulement. Largement suffisant pour se sentir au bout du monde, dans leur maison. Un agritourisme en pleine nature, où ils peuvent accueillir 2 familles, tenues par sa femme, Elena. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Enchantée. Il n'y a personne ici. Oui, en effet, on est isolé, au milieu des bois. 3 fois par semaine, souvent aidée par leurs 4 filles, Elena cuisine pour ses hôtes. Tout ce qui est découpé et cuit ici vient directement de leur champ, comme ces légumes qui serviront pour la sauce des pâtes. Vous utilisez aussi les fleurs de courgettes? Oui, mais quand on les utilise dans la sauce, je les ajoute aux courgettes. Elles sont savoureuses et le pistil est très doux. Les légumes sont ensuite cuits quelques minutes seulement pour garder toute leur saveur. Là, j'éteins le feu parce que je ne veux pas que ça devienne une purée de légumes. Je veux sentir les légumes croquants. Nous préparons aussi le dessert, des cantuccini, petits gâteaux secs aux amandes que l'on sert sur toutes les tables de Toscane. La cuisine italienne, c'est la meilleure qui soit. Et en fin de journée, lorsque les hôtes sont rentrés de leur balade, tout le monde s'attable ensemble. L'un des moments préférés de Federico et Elena. Il y a des gens du monde entier réunis autour de la même table. L'Australie, l'Angleterre, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et la France. Vous, quoi. Une expérience qui ravit cette famille hongroise. Nous recherchions un endroit comme ça depuis des années, la véritable vie à l'italienne, avec tout ce que nous avons découvert ici. Les premières tomates récoltées le matin sont servies crues, avec un simple filet d'huile d'olive. Un délice pour Irini, anglo-grec venu en couple dans la région. C'est tellement frais. Et ça a un goût que tu ne trouves nulle part ailleurs. Le lendemain matin, c'est accompagné d'une amie guide d'Elena qu'Irini et son mari vont visiter Luc. Ici, c'est le conservatoire de musique. Et ainsi découvrir cette petite ville unique en Europe pour avoir conservé l'intégralité de ses 4 kilomètres de murs d'enceinte et ses tours bâties au Moyen-Âge, comme la tour Guinigi, qui, après l'ascension de ses 244 marches, révèle un jardin perché exceptionnel. Ce sont 7 chênes. Et ils ont plus de 100 ans. On peut littéralement voir chaque brique, chaque pierre. Et on sait qu'elles ont été posées avec beaucoup de soin, qu'elles ont résisté au temps et qu'elles sont toujours là. Absolument incroyable. Et tellement agréable d'avoir de l'ombre ici. Pour notre dernière étape, nous avons choisi de nous éloigner des touristes et de prendre un peu de hauteur. Rendez-vous nous est donné à Capra-Cotta, dans le Molise, l'une des plus petites régions de la péninsule, juste au nord des Pouilles.
C'est aussi l'une des moins peuplées. Sauf peut-être pendant ce week-end de juillet, dans ce village perché à 1400 mètres d'altitude. Les 700 habitants s'affairent pour préparer la fête annuelle. Un repas partagé sur une table de 200 mètres de long et qui réunit toutes les générations. Il y aura 70-80 tables, donc on a encore pas mal de boulot. À la mise en place et à la logistique, les trentenaires du village. On a tout organisé en fonction des adresses des maisons. Il y aura vraiment beaucoup de monde. Dans la rue, comme dans les commerces, c'est l'effusion des grands jours, notamment chez le fromager, dont les produits ultra frais seront largement mis à contribution ce soir. Aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. On bosse beaucoup. Car dans toutes les maisons, on cuisine depuis plusieurs jours déjà. Je peux entrer? Et ça, c'est l'affaire des grands-mères qui nous ont accueillis pour les derniers préparatifs. À la table d'Eugenia ce soir, il y aura bien sûr des pâtes faites maison, préparées avec l'aide de son amie Amalia. Vous allez voir, elle fait une pâte parfaitement ronde avec le rouleau à pâtisserie. Moi, je sais la faire, mais pas aussi bien. C'est vrai que son coup de main est impressionnant. En quelques secondes à peine, sa pâte est impeccable. Et je ne peux pas en dire autant. Bon, il y a encore un peu de travail, hein, mais pas encore. Moi, je fais les gnocchis, les tagliatelles, les pâtes au ragoût, et tout ça depuis que j'ai 9 ans. Dans cette recette, pas d'œufs, car les pâtes doivent rester légères. Elles seront servies dans cette soupe de lentilles à la tomate, déjà sur le feu. Une cuisine simple, comme on mangeait autrefois dans les montagnes. On est combien? 20? Oui, une vingtaine. Chez Emilia et Antonia, on a opté pour un classique de la cuisine italienne. Des lasagnes au ragoût. Pour les Français, à la bolognaise. Il y a 1 kilo de mozzarella. Non, plus d'1 kilo. Et en plus, 300 grammes de parmesan râpé. D'ailleurs, plus tu en mets, et mieux tu te sens. Si ce n'est pas généreux, ça ne vaut rien. Dans la rue, la table commence à prendre forme. Chacun décore sa portion à sa façon. Mais il y a un lieu où l'on reste encore totalement hermétique à l'agitation. C'est à la table des joueurs de cartes. Le 3-7. Sorte de blackjack en équipe, très répandu dans cette région voisine de Naples. Ici, il n'y a pas de poker ou de rami. On joue au 3-7 napolitain. Les cartes n'ont rien à voir avec celles que l'on connaît en France. Mais peu importe les règles, le spectacle vaut le déplacement. On a fait un tour complet. Lui, et moi non. Mais je t'ai donné les cartes. Vas-y, c'est bon. Ça a l'air très sérieux, hein? Mais tu rigoles ou quoi? Ils montent très vite dans les tours et ils ne laissent rien passer. Une fois le soleil couché, il est temps de manger. Tout le long de la table, les plats sortent des cuisines pour être dégustés. C'est le début pour nous d'un long marathon. Chez Emilia d'abord, puis chez Eugenia. J'ai mangé des lasagnes, j'ai mangé un plat de pâtes avec des lentilles, du fromage, de la charcuterie, des boulettes. Et là, c'est la parmigiana, j'ai pas vraiment le choix en fait. Comme souvent en Italie, quand on vous invite à manger, il faut manger. Et toi, derrière la caméra, mange aussi. Et à mesure que la soirée avance, les anciens laissent la place à leurs enfants et petits-enfants qui ne rateraient cette fête pour rien au monde. Il y a les enfants, les anciens, les jeunes. Et ensemble, on partage le même espace, la même soirée et la même nourriture. Moi, j'aime les bizarreries de la jeunesse. Tu vois? Et c'est au rythme des musiques traditionnelles que les plus petits danseront une bonne partie de la nuit pour apprendre à cultiver et partager ce goût de l'Italie.